merci pour cette invitation. C'est la troisième fois en 3 ans que je viens dans le sud-ouest, donc Tarbes, Toulouse et maintenant Pau. Merci à Elisabeth et au Cercle Pyrénéen. Donc beaucoup de choses ont été dites par Béatrice en particulier, par Pierre. Donc je vais passer rapidement sur la première partie. Je vais vous apporter, comme le titre l'avait demandé, une actualité sur les dernières données de la littérature et la primeur des premiers résultats préliminaires, je précise, de l'Observatoire national Praxis 2014. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt, à part, comme dirait Philippe Portmans, je suis radiothérapeute, donc j'ai coordonné les 2 groupes de travail de l'INCa sur l'Institut en 2009 et en 2015, et en 2012, pardon, et les 2 études de Praxis, comme vous le savez. Quelques rappels, très rapidement, juste pour vous redire, encore une fois, que l'Institut, c'est une maladie confinée à l'intérieur des terminaisons ductolobulaires et des canaux, mais qui ne franchit pas la membrane basale. Donc, normalement, aucun risque de dissémination ganglionnaire pour la forme pure, et encore moins de risque hématogène. On parle beaucoup de désescalade en ce moment. En ce moment même, à l'Institut Pasteur, il y a la réunion avec l'INCa et tous les médias concernant le dépistage, la concertation citoyenne sur le dépistage. Donc je pense qu'on doit beaucoup parler de ça en ce moment même, à Paris. Donc c'est une forme de transition en ce qui concerne l'agressivité lésionnelle entre l'hyperplasie épithéliale atypique et les carcinomes invasifs. L'évolution est variable. Mais il faut bien savoir que même pour des formes de bas grade, il y a une évolution vers un cancer invasif dans plus de 40% des cas dans la vieille étude de Sanders et Page actualisée en 2015. Donc ça, c'est un élément important à se rappeler. Ici aussi, vous voyez un schéma de transition donc, de l'hyperplasie atypique, lésions de bas grade, qui peuvent soit évoluer vers des lésions de haut grade et repasser vers l'infiltrant, ou directement aller vers l'infiltrant. On ne va pas insister, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Une autre chose qu'il faut avoir en mémoire, c'est l'hétérogénéité de ces lésions. Ce n'est pas une lésion homogène. Ce sont une hétérogénéité en particulier au niveau des grades. Vous savez qu'il y a une classification à 3 grades, bien différenciée, moyennement différenciée, peu différenciée. Et donc, vous voyez dans un travail d'Alred, un des pathologistes américains de référence, qui montrait bien que dans 30% des cas, vous avez un mélange de grade 1 et 2, dans 7%, un mélange de grade 2 et 3, et dans presque 10%, un mélange des 3 grades. Donc, ce n'est pas simple. Ça a déjà été dit, très grande augmentation ces dernières années grâce au dépistage. Aux États-Unis, sur les dernières données que j'ai pu trouver de 2015, on est à pratiquement 60 000 nouveaux CCIS et CLIS par an, donc à peu près 20%, pour 80%, 232 000 lésions invasives. Ici, sur un travail français, on voit que l'incidence des in situ a doublé de 90 à 2005 et c'est à peu près stabilisé en 2008. Et bien évidemment, le plus haut taux d'augmentation a été observé dans la tranche d'âge 50-74 ans qui correspond au dépistage généralisé qui a été mis en place, je vous rappelle, en 2004. C'est bien 2004, hein, je ne me trompe pas. Bon, ça, je vais passer rapidement, on en a parlé. Simplement pour vous dire qu'il y a un certain nombre de formes cliniques qui existent toujours. On a parlé des écoulements, mais il y a des formes palpables et il y a des maladies de Paget, prédominance chez la femme âgée, mais même chez la femme jeune, ça peut se voir. Bon, ça, on va passer rapidement, on en a parlé. Les classifications, mais pas seulement, peuvent être la traduction avec des zones de surdensité. Béatrice en a parlé beaucoup. On va parler surtout des traitements. Donc, dans la littérature, le taux de mastectomie est variable. Il passe de 26% dans une étude de l'Ontario à 39% en Suède, voire plus de 40%, même à l'heure actuelle, aux Pays-Bas. Aux États-Unis, si on prend les dernières données publiées dans le JNCI, on voit qu'il y a une baisse du taux de mastectomie qui s'est stabilisé autour de 25%, mais il y a un nombre non négligeable de mastectomies bilatérales, alors qu'il y a une majorité de traitements avec radiothérapie, chirurgie conservatrice avec radiothérapie, et une partie sans radiothérapie. 2 mots encore sur la mastectomie. Je reviens
sur le travail qui a été cité par Pierre de Boyage, donc l'équipe australienne de 99, qui reste tout à fait d'actualité, parce que les taux de rechute sont à peu près les mêmes, quel que soit le type de traitement pour les nouvelles études. On était à peu près à 1,5, 2% de rechute après mastectomie, dont presque 80% de forme invasive dans ce cas-là. Ça a été considéré par des équipes anglaises comme un overtreatment, et donc on a proposé la chirurgie conservatrice exclusive. Malheureusement, les taux de rechute locale à 8 ans ont été importants pour toutes ces études, entre 15 et 32%, et à peu près 50% de rechute locale invasive. On verra la signification ultérieurement de ces rechutes invasives. J'ai pris ici des études récentes, et même dans les études récentes, donc ici Milan, San Francisco, Toronto, vous voyez que le pourcentage de rechute locale est important en fonction aussi des reculs. Et toujours à peu près 50% de rechute invasive. Donc ça, c'est chirurgie conservatrice seule, sans radiothérapie. Alors, on revient au traitement qui est considéré classique, comme a dit Pierre, celui qui est recommandé. On va voir pourquoi ça a été recommandé. Donc en fait, comme pour les cancers infiltrants, on a de très nombreuses études qui ont regroupé plusieurs milliers de patientes, qui ont rapporté des taux de rechute variant à 10 ans entre 8 et 13%. Donc à peu près entre 0,6 et 1,2% par an. Dans les études récentes, où on peut penser qu'il y a une optimisation dans le diagnostic, dans la prise en charge thérapeutique, notamment au niveau des marges, et dans l'irradiation, on est à des taux de rechute locale à 8 à 10 ans inférieurs à 5%. C'est pour ça qu'on a recommandé, on a reconfirmé la recommandation initiale en 2015, et le NCCN américain le confirme également, que le traitement de première intention, quand il est possible et accepté par la patiente, consiste en une chirurgie conservatrice en zone saine associée à une radiothérapie. Cela se base sur les résultats de 4 essais randomisés, qui ont inclus plus de 4500 patientes, et qui ont toutes confirmé une réduction du risque de rechute locale d'environ 50% par l'adjonction d'une radiothérapie mammaire standard, sans surimpression, à 50 degrés. C'est le B17 américain, le RTC européen, l'essai anglo-australien et néo-zélandais et l'essai suédois. Et vous voyez ici, cette diapositive est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que vous voyez que le bénéfice absolu, il est pratiquement constant entre 13 et 17%, 15 à 16% en moyenne. C'est un bénéfice absolu de réduction à long terme de rechute locale. Et vous voyez que les histogrammes sont tous exactement dans la même orientation. Petite remarque, sur l'essai anglo-australien, il y a des taux de rechute qui sont plus bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de patientes entrant dans le programme de screening anglais tout au-delà de 50 ans. Et comme on l'a déjà souligné, le risque de rechute locale est plus important chez les femmes jeunes. Ici, c'est la méta-analyse du JNCI qui regroupe de façon poolée ces résultats. Et vous voyez que le bénéfice absolu à 5 ans par la radiothérapie de réduction du risque de rechute locale, il est de 10%, et il augmente à 15% à 10 ans. C'est-à-dire que l'effet augmente à long terme. C'est comme pour le tamoxifène, c'est à peu près le même problème. Ici, simplement, je vous reprends une étude très récemment publiée par l'équipe du Mémorial sur une grosse population, pratiquement 3000 patientes, où ils ont traité de façon non randomisée par chirurgie conservatrice avec et sans radiothérapie. Et si vous voyez ici les deux chiffres, 16% sans radiothérapie et 9% avec radiothérapie, on n'est pas loin du 50% de risque de rechute locale en moins par l'adjonction de la radiothérapie. Vous voyez ici qu'ils ont regardé en fonction d'un certain nombre de facteurs, et il y a, quel que soit le grade, un bénéfice de l'irradiation qui est plus important dans les grades 3 que les grades 1, 2, et qui est plus important en cas de marge limite, moins de 2 mm, que plus de 2 mm. Mais le bénéfice, il est le même. Après, il y a le problème de l'influence de l'âge et du tamoxifène. Je n'ai volontairement pas
parler du tamoxifène cette fois parce que je l'avais présenté il y a 2 ans à Toulouse, l'an dernier à Toulouse, on en avait parlé très en détail. L'équipe de New York avait déjà présenté un homogramme pour essayer d'évaluer le risque en fonction d'un certain nombre de facteurs que vous voyez ici détaillés. Donc, et on peut estimer par exemple, là il y a un petit décalage, que pour une femme de 42 ans, si vous l'avez en consultation, vous avez une lésion de grade 2, la taille n'est pas prise en compte dans ce nomogramme, les marges d'exérèse par contre oui, la présence de nécrose, une seule exérèse, radiothérapie complémentaire. Vous pouvez lui dire, d'après ce nomogramme, que son risque à 5 ans, il est de 5% de rechute et à 10 ans de 7%. Si cette patiente prend du tamoxifène, on diminue son risque à environ 40 à 50%. Si elle avait 62 ans, le risque est plus bas. Si par contre elle a 52 ans, elle ne veut pas faire de radiothérapie, il faut l'informer que le risque, il est plus du double, 10% et 16%. Ça vaut ce que ça vaut, c'est rétrospectif, mais ça peut donner une idée quand vous avez une question précise de la part d'une patiente. Ici, c'est une autre série importante qui a été faite par une équipe américaine avec 10 ans de recul et qui analyse cette fois-ci le risque de mortalité spécifique d'après 26 études. Ici, en fait, on revoit le taux de rechute, encore une fois, en fonction des traitements, et vous voyez qu'on se retrouve à peu près toujours avec ces 2 chiffres-là. Ces 2 chiffres-là, 26% de rechute sans radiothérapie et 13% avec radiothérapie, 2,5% avec mastectomie et 28% après biopsie seule. On y reviendra en fin d'exposé parce que c'est d'actualité. Alors, parmi les facteurs de risque de rechute de traitement conservateur, on en a déjà parlé, l'âge jeune, c'est exactement comme pour les cancers infiltrants. L'âge de moins de 35 ans ou 40 ans, c'est un facteur majeur de risque de rechute. Les marges positives, le haut grade nucléaire, la taille supérieure à 20 mm, la comédonécrose, la multifocalité et le mode de diagnostic clinique versus radiologique, même si ça c'est moins d'actualité. Les femmes jeunes constituent un groupe à haut risque, intrinsèquement à haut risque. Ça c'est connu, ça a été confirmé par des études rétrospectives et par des essais randomisés, en particulier le RTC et l'essai suédois. Je vous rappelle simplement l'étude de l'Ontario, qui est rétrospective, mais qui est intéressante parce que c'est une série importante, 1600 patientes, traitées sur 10 ans, et vous voyez ici, c'est très clair. Bon, le cut-off est à 45 ans, mais vous voyez très bien, 25% de récidive ici, 15% sur la tranche 45-50 et 11% au-delà de 5 ans, avec chaque fois une majorité de rechutes locales invasives. Différence très très significative donc en fonction de l'âge. Alors, on en a parlé un petit peu. Le problème de la femme jeune, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les conséquences du traitement que vous allez appliquer vont se voir des années après. Et ce n'est pas forcément les chirurgiens qui les voient, c'est malheureusement nous les oncologues quand on les voit pour les rechutes en particulier. Donc, la chirurgie oncoplastique, le problème des marges complètes est peut-être plus importante même chez les femmes jeunes que dans le standard. C'est une discussion qu'on pourrait avoir, mais dont on a très peu d'éléments. Alors, aussi, du point de vue radiothérapie, l'intérêt d'une surimpression, éventuellement, l'intérêt de l'hormonothérapie, même si les résultats des essais randomisés sont très contradictoires, et que des études, par contre, rétrospectives, dont une qui vient d'être publiée avec des équipes bénéfice du tamoxifène, il reste peut-être encore à identifier de façon précise. On pourra en discuter. Le problème des marges, il y a plusieurs papiers qui ont très clairement montré, dont la méta-analyse de Dune de 2009, sur laquelle on s'était basé pour les recommandations au niveau de l'INCA et de la Société française de Sénon, qui montrait une réduction de 65% du risque de rechute si les marges étaient négatives par rapport aux marges positives, et aussi de 40% pour des marges négatives par rapport à des marges limites. Le problème, c'est que dans la littérature,
il y a une certaine hétérogénéité de définition de ce qu'est une marge limite. C'est un petit peu difficile. C'est comme quand on a parlé tout à l'heure de la définition des micro-infiltrants. Mais en fait, ce qui sort de cette étude, c'est que normalement, pour optimiser les résultats du traitement conservateur, il faut qu'il y ait une marge minimale de 2 mm pour assurer le meilleur taux de contrôle local. Cette étude m'a paru également intéressante concernant la chronologie des rechutes locales. C'est une étude sur les traitements conservateurs en fonction de l'état des marges et des types de chirurgie. J'insiste sur ce diagramme parce que celui-là montre la cinétique des récidives locales et surtout cette période entre 4 et 7 ans. Ici, c'est le taux de rechute après mastectomie. Vous voyez qu'il est très très bas. Celui après chirurgie conservatrice seule, il est haut et il commence très vite après la chirurgie initiale. Et celui intermédiaire de la chirurgie conservatrice avec radiothérapie, où il y a un pic de rechute qui se fait entre 5 et 6 ans. Et c'est surtout à ce moment, quand vous avez devant vous une patiente qui vous dit qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est modifié au niveau de la cicatrice, ou une image mammographique qui s'est un peu densifiée, qu'il y a quelques microcalcifications qui apparaissent, il faut être très méfiant, aller très vite à la biopsie, parce que c'est la période à plus haut risque de rechute, donc il faut être particulièrement attentif à ça. Et nous arrivons donc au point important qui a déjà été souligné en partie par Pierre, concernant l'impact d'une récidive locale, d'un in situ initial. Un in situ initial, normalement, c'est une maladie guérissable à 100%. Mais la récidive locale invasive, ça peut transformer complètement le pronostic, avec une évolution métastatique, et toutes les études l'ont prouvé, les études rétrospectives comme les essais randomisés, dans 12 à 15% des cas. Je vous ai mis les références. Donker, c'est l'étude de l'ERTC. Wapnir, c'est l'étude actualisée B17, B24. Cette étude, l'ERTC, 15 ans de recul. Vous voyez la courbe avec radiothérapie, chirurgie conservatrice avec radiothérapie, chirurgie conservatrice sans radiothérapie. Donc, bénéfice net par la radiothérapie, comme on a déjà souligné. Mais ce qui est le plus important, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après une récidive? Une récidive in situ, ou pas de récidive, exactement le même pronostic. Pratiquement 97-98% de survie à 15 ans. Mais, en cas de récidive invasive, le pronostic chute dramatiquement avec un taux de survie qui oscille autour de 60-65%. C'est plus du tout la même chose. Nous avions fait au niveau national une étude rétrospective où on avait repris le devenir de 195 cas de rechute locale après traitement conservateur pour un in situ, et on a pratiquement le même résultat. Très peu d'évolution métastatique, 3% après récidive locale in situ, probablement parce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence un foyer invasif dans la rechute locale, mais quand la rechute locale invasive est confirmée, on a 17% de métastases à long terme, et souvent longtemps après. Il faut des grandes cohortes et un très long recul pour arriver à analyser ce type de problème. Je suis désolé, il y a un petit décalage. Ça, c'est une phrase de Mel Silverstein, donc le pape de l'in situ pendant longtemps aux États-Unis. Mais ce qu'il dit comme message, je m'excuse, j'ai quelques diapos en anglais, que la récidive locale invasive est un événement sérieux qui change la maladie d'un stade 0, une maladie beaucoup plus avancée, et que donc environ 15% de ces patientes développent des métastases. C'est déjà en 1998 qu'il disait ça. Donc, attention au surtraitement, mais surtout attention au sous-traitement. Alors, quelques questions débattues aujourd'hui. Faut-il faire une surimpression, comme pour les cancers infiltrants? Si oui, pour quelle patiente? Peut-on utiliser des schémas hypofractionnés? Peut-on utiliser l'irradiation partielle? Peut-on ne pas irradier certains in situ? Et donc on parlera surtout des escalades. Ces deux papiers qui sont en open access sur PubMed vous décrivent pas mal les choses. Notamment, on avait fait une très grosse revue l'an passé, il y a 2 ans maintenant, avec Jacques Bernier et Philippe Portman sur le rôle de la thérapie dans l'in situ. C'est un
papier qui est accessible sur PubMed, donc vous pouvez le consulter. Simplement, je vais faire rapide sur la surimpression. Les études sont contradictoires à l'heure actuelle, parce qu'en fait, la surimpression a été utilisée dans beaucoup de travaux, chez les femmes en exérèse limite, chez les femmes jeunes, de haut grade, qu'on considérait subjectivement à plus haut risque de récidive. Donc c'est un peu difficile de faire l'évaluation objective des choses. Il y a naturellement actuellement 2 essais, dont un en France coordonné par David Azria et Claire Lemanski à Montpellier, sur la place de surimpression. Il y a presque 3000 patientes incluses. Malheureusement, il faudra attendre encore plusieurs années avant d'avoir les résultats définitifs. Alors, la vraie question, c'est la désescalade. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le thème du congrès de Dijon qui aura lieu en novembre au niveau de la Société française de cénologie. Peut-on ne pas irradier certains CCIS? Je vais me baser surtout sur l'étude de l'ECOG, qui est la plus complète. L'étude de l'ECOG a été publiée une première fois en 2009 sur le JCO, donc journal de référence majeur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 cohortes de patientes considérées à bas risque. Des grades 1-2, inférieurs à 2,5 cm, qui sont la majorité de la population, et les grades 3 de moins d'1 cm. Donc tous avec une exérèse complète, tous avec une mammographie post-op pour voir qu'il n'y ait pas de calcification résiduelle, et toutes réanalysées. En fait, on se rend compte qu'ils ont pris une population extrêmement sélectionnée, 6 mm et 5 mm. Et malgré ça, on a, sur l'étude actualisée à 12 ans publiée en septembre 2015 par Larry Soline, 24% de récidive locale dans la cohorte 2, des grades 3, et presque 15% de récidive locale dans la cohorte 1, donc pour des tumeurs en moyenne de 5 à 6 mm, très sélectionnées, sans radiothérapie. Ça pose question, ça pose beaucoup de questions, et comme dit Soline, il n'y a pas de plateau, ça continue à monter, le taux de rechute continue à augmenter. C'est ce qu'il a dit en conclusion de son article. Ici, c'est les récidives in situ, je crois, et là, c'est les récidives invasives. Non, c'est l'inverse. Invasives et in situ. Alors, les commentaires sur cette étude, c'est déjà une étude extrêmement sélectionnée. La médiane des tumeurs est de 5 mm. C'est surtout des femmes au-delà de 50 ans. Et malgré tout ça, on arrive à des taux de rechute quand même importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DCIS score dérivé d'Oncotype, il a été basé sur la moitié de cette population, sans savoir comment ils ont été extraits les patients. Donc c'est assez troublant comme analyse ce qu'ils ont fait. Je passe rapidement pour pouvoir arriver aux données de Praxis. Voilà. Ici, ils ont fait 3 catégories où vous voyez que dans les 2 premières, il y a quand même des taux de rechute à 10 ans qui sont considérables, 25 à 30%, et que seulement dans les bas grades, comme ils interprètent eux, ils ont peu de récidives, mais on est déjà à 11%, mais sur une population hyper sélectionnée. Ça, je vais passer rapidement, mais c'est une étude intéressante dans le sens où elle montre l'influence pronostique de la radiothérapie sur la survie spécifique, en fonction d'un nouveau score pronostique qui a été établi. Et vous voyez que, sauf pour les lésions de très bas grade, la radiothérapie améliore la survie, quelle que soit la catégorie. C'est relativement nouveau comme notion. Hein. Ici aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ça, c'est la survie globale. Précédemment, c'était la survie spécifique pour cancer du sein. Et je voudrais vous montrer cette diapo qui a été très importante à San Antonio, parce qu'on a dit beaucoup de fois, notamment les auteurs anglais, qu'il ne fallait faire pas de radiothérapie, parce que ça donne des cancers du poumon, et ça donne des complications cardiaques. En fait, ça, c'est le taux de complications cardiaques, ça c'est le taux de cancer du poumon. Regardez ici, chez les patients non fumeurs, il n'y a aucune différence dans les 2 groupes. Ici aussi. En fait, ça veut dire que les complications post-radiothérapie, second cancer et complications cardiaques, ne surviennent que chez les patients fumeurs. C'est un facteur majeur qui n'avait pas été pris en compte, d'autant plus qu'ici, il s'agit uniquement d'une irradiation mammaire, donc pas de toxicité cardiaque, surtout avec les techniques modernes qu'on possède.
Ça va être publié très prochainement, mais ce n'est pas encore sorti. 2 mots sur des essais qui prennent leur essor actuellement en Angleterre et en Hollande, le Loris Trial et le Lord Study. Après tout ce que je vous ai dit, ces 2 essais préconisent de ne faire qu'une biopsie, d'identifier des lésions de bas grade et de ne rien faire de plus. Pas de chirurgie, pas de radiothérapie, pas d'hormonothérapie. Observation. Le but, c'est de comparer à 10 ans, taux de mastectomie, taux de survie. Je vous laisse voir, mais ça va partir, hein, c'est en train de partir. Hein. Donc, j'ai eu un petit débat avec l'auteur à Vienne sur le Loris Trial. Il pense que ça peut correspondre à 8 à 9% des patientes. Je leur souhaite bonne chance à ces patientes. Voilà, ces 2 études sont quand même parties. Hein. Donc, sans chirurgie, sans rien. Hein. Alors, ce que je vous ai dit au début, l'observatoire Praxis. Donc, le premier, il a été réalisé il y a 10 ans. Il y avait 1289 cas. Et on voulait voir un petit peu l'état des lieux, une photographie en France sur les in-situ, parce qu'il n'y avait à l'époque aucune base de données. Donc ça avait donné 2 papiers, un sur le British Journal, un sur le bulletin du cancer. Et on s'est dit, 10 ans après, quand on a fait les recommandations, les 2e recommandations, qu'il serait quand même intéressant de voir ce qui se passe après l'instauration du dépistage, après des tas de choses qui se sont passées. Donc on a repris le projet, toujours avec le soutien logistique de l'INCa et de la société de Sénon, mais avec une évaluation prospective prévue, que j'espère on pourra réaliser, parce qu'il y a quelques petits soucis du point de vue, disons, technique avec l'INCa, comme il y a eu des soucis pour lancer ce projet avec la CNIL, qui a mis 6 mois à répondre avant qu'on puisse partir avec l'étude. L'étude prévoyait 1600 patientes au départ. Maintenant, on en a plus de 2100. Et l'objectif, donc, est double. La comparaison par rapport à la période 2003-2004 et l'évaluation de l'impact du dépistage et des recommandations nationales. Et la comparaison, naturellement, avec les données internationales. Là, ce que je vais vous donner, c'est des résultats un peu bruts de décoffrage préliminaires. Vous avez la primeur. L'essence du travail sera présentée le 16 novembre à Dijon, en séance plénière, lors du congrès organisé par Charles Coutan. Simplement, donc, quelques données. L'âge médian, il est de 59 ans. Vous voyez que 23% des patientes ont un in-situ avant 50 ans et 14% après 70 ans. Naturellement, la frange la plus importante, c'est celle qui se superpose au dépistage. Concernant les antécédents, 37% des patientes ont un antécédent ou au 1er degré, ou au 2e degré, ou les deux, de carcinome mammaire dans la famille. Ils étaient à 30% en 2004. Et vous voyez que naturellement, plus la femme est jeune, plus les antécédents sont importants. La moitié. 69% des patientes sont ménopausées, à peu près pareil comme 2004. Il y a beaucoup moins de THS, et on a voulu vérifier, j'ai voulu vérifier avec les statisticiens, s'il y avait une influence du THS sur un certain nombre de paramètres. Et en fait, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas de différence sur la taille, le grade, la multifocalité et les récepteurs hormonaux, avec une durée médiane du THS de 8 ans. Je rappelle que pour les infiltrants, il y a une différence. Il y a généralement des tumeurs de bas grade, de plus petite taille, et on a voulu voir s'il y avait une... Ce n'est pas le cas. Ici, vous voyez qu'on est à presque 90% de découvertes radiologiques. Mais il y a encore un certain nombre de CCIS découverts sur signes cliniques, tumeurs, écoulement, rétraction, pagette. Il y a des différences importantes en fonction de l'âge. On peut s'en douter. Les signes cliniques sont plus fréquents, presque 50% avant 40 ans et 20% après 70 ans. Et pratiquement inexistants dans la tranche du dépistage. Bon, ça on va passer. Essentiellement des microcalcifications. Une quinzaine de pourcents de lésions multicentriques. Les biopsies, elles ont été faites maintenant quasi systématiquement parce qu'on a un accès beaucoup plus important aussi aux macro-biopsies qu'en 2004, évidemment. Et le délai moyen entre la biopsie et la première chirurgie, il est de 42 jours.
Grosso modo, 3/4 de traitement conservateur, 25% de mastectomie. Donc, lésion étendue, multicentrique et ou exérèse finale incomplète sur le premier traitement conservateur. 23% des patientes ont eu une deuxième intervention, élargissement ou mastectomie, et le reliquat tumoral a été trouvé dans 48% des cas. Alors naturellement, on se retrouve avec un taux de mastectomie, comme en 2004, beaucoup plus important chez les femmes jeunes. Et encore une fois, je me rattache à ce qu'a dit Pierre, c'est vraiment extrêmement important d'optimiser le contrôle local de chez ces femmes jeunes, parce que c'est celles qui peuvent avoir les plus graves à long terme. Ici, la pratique du ganglion sentinelle, en fonction du type de chirurgie. Il y a encore quelques curages axillaires, alors que normalement, il n'y a pas d'indication. Vous voyez que ça a changé par rapport à 2004, évidemment. Peut-être qu'on en fait un peu trop encore, quand même. On pourrait réduire probablement. C'est par un excès de prudence. Il faudrait peut-être revoir un petit peu tout ça. Évidemment, il y a des indications plus importantes en cas de découverte clinique pour le sentinelle, en cas de grade élevé, et chez les femmes jeunes. Encore une fois, pour la crainte de trouver un foyer micro-infiltrant, voire infiltrant. La taille lésionnelle médiane est de 15 mm. Je vous rappelle que dans l'étude de l'ECOG, ils avaient sélectionné des patientes avec une taille médiane de 6 mm, 5 à 3. C'est exactement la même qu'en 2004. Ça n'a pas bougé. Et la taille médiane, donc les extrêmes, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. La taille lésionnelle n'a strictement pas changé. Par contre, ce qui est très important, c'est le grade. Le grade, à l'heure actuelle, il n'y a que 12% de lésions de bas grade. Et vous avez vu que même pour les lésions de bas grade, il y a à long terme 40% au minimum de développement de cancer invasif. Ici, 36% de lésions de grade intermédiaire et 47% de lésions de haut grade. C'était un peu différent il y a 10 ans. Mais ça, c'est vraiment très important à retenir. Les marges d'exérèse, généralement, c'est satisfaisant, ça suit les recommandations, mais on a encore 17% de cas où c'est limite, et c'est pas toujours facile à déterminer. On va reprendre un certain nombre de comptes rendus histologiques pour voir exactement à quoi ça correspond. Il y a 15% de multifocalité, surtout encore une fois chez les femmes jeunes. Et ici, on a voulu regarder s'il y a des facteurs prédictifs du résidu tumoral lors d'une deuxième intervention. Donc, c'est les femmes jeunes et les femmes âgées, le grade 3 et la taille de plus de 20 mm. Ça peut donner une indication quand vous avez une discussion pour une reprise. C'est des facteurs. Alors, je vous dis, naturellement, c'est des données préliminaires. Ça va être mon devoir de vacances d'analyser cette base de 2000 dossiers. Je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. Mais ça fait réfléchir quand même. Les récepteurs hormonaux, 18% seulement ont été dosés, avec des taux qui correspondent aux données de la littérature qui sont comparables à ceux de 2004. À peu près 3/4 avec une positivité des récepteurs. Radiothérapie quasiment systématique après chirurgie conservatrice. Et ça, c'est une vraie interrogation. 9% après mastectomie. Ça me paraît un peu beaucoup. Il y a certainement quelques indications, notamment pour les formes très étendues, les femmes jeunes, et surtout quand la marge d'exérèse est à moins de 2 mm en profondeur, ou qu'il reste des résidus glandulaires importants. Et là, ça m'est arrivé de faire réopérer les patientes. Donc il faudra approfondir ces dossiers-là aussi, on va les revoir de façon très pratique. Mais il y a quelques indications. C'est des indications en fait de sécurité extrapolées par les facteurs de risque après mastectomie dans la littérature. 32% des patients ont eu une surimpression, 49% en 2004, ce qui confirme bien qu'on est dans une véritable phase d'incertitude sur ce paramètre. Il n'y a pas d'influence de l'âge et de la taille. Il y a une corrélation inverse avec le grade et la marge d'exérèse. Vous voyez que plus le grade est élevé, plus on a tendance à faire une surimpression, et plus la marge est limite, et plus on fait une surimpression. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord, la radiothérapie ne doit pas rattraper une chirurgie incomplète. Et je finis par remercier donc
tout le comité scientifique de la Société française de cénologie, l'INCA pour le soutien logistique, le comité scientifique de l'étude, tous les médecins qui se sont impliqués, il y en a plusieurs dans la salle, investigateurs et les ARC, qui ont toute l'équipe de statistiques, et toutes les patientes qui ont accepté de participer dans l'espoir que toutes ces données permettront un meilleur traitement de nos patients dans les années à venir. Merci.